Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants du quartier Kajaga en zone Elukalamon de la commune Mutimuzi estiment que l'aménagement de la rivière Rusizi serait l'une des solutions aux problèmes d'inondation dans cette localité. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. La sous-facturation et surfacturation des exportations et importations sont les facteurs de la fuite des capitaux Burundi. C'était lors d'une conférence débat organisée par la Banque centrale BRB ce mardi. Professeur Léonce Ndikoumana, enseignant d'université et expert en économie, indique que la fuite des capitaux s'est élevée à 6 milliards de dollars dans une période allant de 1993 à 2018. Et après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, la sous-facturation et surfacturation des exportations et importations sont les facteurs de la fuite des capitaux au Burundi. C'était lors d'une conférence débat organisée par la Banque centrale BRB ce mardi. Le professeur Léonce Ndikoumana, enseignant d'université et expert en économie, indique que la fuite des capitaux s'est élevée à 6 milliards de dollars dans une période allant de 1993 à 2018. Les participants de cette conférence veulent connaître ces pierres et leur facilitateur Omer Ndouaye. Dans cette conférence débat, professeur Léonce Ndikoumana revient maintes fois sur la question de fuite des capitaux, tirée dans son ouvrage intitulé Fuite des capitaux d'Afrique, les pilleurs et les facilitateurs. Il définit la fuite des capitaux comme l'argent qui sort le pays sans être déclaré. Il rappelle que la fuite des capitaux est un handicap à la mobilisation des ressources pour financer le développement. La fuite des capitaux au Burundi s'élevait à 6 milliards de dollars de 1993 à 2018, dénonce-t-il. Audace Nyonzima, ministre des Finances, veut connaître réellement qui sont les pilleurs des capitaux et leurs facilitateurs. Le concept de pilleurs de capitaux, c'est un concept qui est familier. Quand on revient sur, quand on lit les pilleurs et les facilitateurs, c'est un mot quand même qui saute au-dessus. Je souhaiterais que si on prenne un mot facile, comprendre, en sortant de cette conférence, des mots qui nous permettraient de comprendre qui sont les pires. Vous l'avez présenté, mais de façon très technique. Qui sont les pires et qui sont les facilitateurs? Une question que l'expert semble ne pas vouloir répondre, mais le président de la République répond sans hésitation, pointant le doigt sur le secteur privé. Des fuites de capitaux sont opérées par des privés car c'est là où provient la pratique de corruption. On s'entend sur la somme à détourner, laquelle est partagée par les parties prenantes. On décide de détourner 5 milliards par exemple. Les fuites existent parce qu'on veut cacher les richesses acquises illégalement en premier lieu. Nombreux parmi ceux qui demandent des devises sont des investisseurs. Un investisseur qui ne peut pas créer de la richesse n'est pas un investisseur. Jusqu'à ce jour, aucun investisseur n'a demandé où se trouvent les devises investies dans le pays. Le Burundi sera développé Professeur Léonce Ndikoumana recommande le changement de façon de gérer les ressources naturelles, digitaliser le système d'octroi des capitaux et combattre contre la corruption pour le bon rapatriement de ces capitaux. Des plaintes qui sont déposées à la Cour constitutionnelle sont peu nombreux, indique Pacifique Enoniziguier, docteur en droit et doyen de la faculté de droit à l'Université du Burundi. C'est dans un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des avocats des barreaux de Gitega et de Bujumbura. Et ce président du projet Burundi RAP, Women's Rights Awareness and Protection, explique que cet atelier de 2 jours a été organisé pour que ces avocats puissent comprendre comment accompagner les justiciables et observer les recevabilités des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle suivie.
Dans mon étude que j'ai réalisée lors de mes études doctorales sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans la protection de l'état de droit, j'ai constaté que très peu de gens, les personnes physiques et personnes morales, saisissent cette cour-là. L'on peut dire que l'un des facteurs peut être peut-être la méconnaissance des procédures devant cette cour, même de l'organisation et du fonctionnement. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les particuliers ne saisissent pas la cour, mais le constat était que la cour était saisie par des particuliers à un pourcentage moins élevé. J'ai donné les chiffres jusqu'au 31 décembre. Depuis 1992, c'était l'institution de la cour. Jusqu'au 31 décembre 2020, mon étude a couvert cette période-là. J'ai trouvé que seulement les requêtes adressées à la Cour par les particuliers représentaient 31% seulement. Alors que dans d'autres pays, notamment le Bénin, vous pouvez trouver que les requêtes des particuliers vont à plus de 80%. L'autre chiffre que j'ai donné, c'est que même parmi ces arrêts qui arrivent à la Cour, très peu sont analysés au fond. J'ai montré que seulement 32% de ces requêtes sont analysées au fond. Soit que la Cour a trouvé qu'elle n'est pas compétente, soit qu'elle a trouvé que le requérant n'avait pas d'intérêt, ou bien que le requérant n'avait pas la qualité. Donc la Cour, selon les règles prévues dans la Constitution et la loi régissant la Cour, si la Cour est incompétente, elle va déclarer la requête irrecevable. Ou bien, si vous n'avez pas intérêt, la requête sera également irrecevable. Ou bien, il y a les procédures exigées. Par exemple, vous saisissez la Cour, vous ne donnez pas copie pour information aux autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, la saisine sera déclarée irrégulière. Voilà, tout ça, ça montre qu'il y a méconnaissance des règles applicables devant la Cour. Certains habitants du quartier Kajaga en zone Rukaramo de la commune Mutimboudi estiment que l'aménagement de la rivière Rusizi serait l'une des solutions aux problèmes d'inondation dans cette localité. Au moment où l'on approche le début de la saison pluvieuse, ces habitants indiquent vivre dans la peur si rien n'est fait. Suivez-les. Vous allez nous excuser sur cette image. On continue. Il est affiché au chef-lieu des communes la liste des anciens combattants qui vont bénéficier d'une allocation unique. Le porte-parole du ministre de la Finance nationale tient à souligner que seuls les concernés par la mesure sont ceux qui sont restés sans emploi rémunéré et qui ne sont pas affiliés dans aucun autre organisme de protection sociale. Dans un point de presse animé ce mardi, le général de brigade Gaspard Baratouza a indiqué toutefois que les recours sont permis en cas d'erreur. Ces gens-là qui ne sont pas rémunérés aujourd'hui mensuellement, qui sont concernés par cet affichage. Alors, il s'est fait que durant le premier recensement, il y a ceux qui sont passés outre, ils se sont recensés alors qu'ils sont employés quelque part. Alors, c'est visible parce qu'on ne peut pas bénéficier d'une allocation unique étant affilié dans une institution de sécurité sociale comme l'INSS. Ce serait une tricherie. Raison pour laquelle il y a sur la liste initiale ceux qui se sont fait recenser, qui ne se retrouvent pas sur la liste affichée aujourd'hui. On est en train de revoir, raison pour laquelle on a affiché ces listes, pour corriger ces erreurs. S'il advenait qu'il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas sur la liste, étant sans emploi, étant non affilié à aucun organisme de sécurité sociale, et qu'il est bénéficiaire de cette allocation unique, il y a une fiche qui a été prévue pour qu'il mentionne son numéro de badge, nom et prénom, grade qu'il avait, qu'il s'est recensé ou non, et puis on va retourner cette liste
à la Direction générale des anciens combattants pour analyse et mettre dans le droit chemin ceux qui n'auront pas, se trouvent pas sur la liste. Et je tiens à signaler que ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'une des institutions ou bien qui avaient été démobilisés, n'ayant pas encore atteint 15 ans de service qui sont demandés par l'Institut de sécurité sociale, qu'il est prévu des mécanismes où on va cotiser, on va contribuer a posteriori pour en fait qu'ils puissent bénéficier de ces avantages que l'institution de sécurité sociale octroie. Et puis autre chose, je tiens à signaler que c'est ce qui se sont précipités pour ouvrir des comptes dans les institutions de microfinance ou des postes. Il n'y a jamais eu de communiqué de la part du ministère pour leur dire qu'ils vont ouvrir ça. Donc ils attendent. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.